Bienvenue au podcast Upika, le podcast pour les geeks de sport. Où est-ce qu'on geek sur le sport avec d'autres geeks de sport? Partie 3 de ma série En route vers le marathon d'Ottawa. Cette fois-ci avec coach Charles Castonguay. Où est-ce que je lui ai demandé de me fournir des séances clés pour l'atteinte de tes objectifs sur marathon. Et on revient également sur mes 2 premiers mois de préparation. On regarde qu'est-ce qu'on avait surestimé, qu'est-ce qu'on avait sous-estimé. On regarde qu'est-ce qui est réaliste comme objectif, qu'est-ce que j'ai remarqué dans les 2 premiers mois de ma préparation, qu'est-ce qu'on ajuste pour les 3 prochains mois ou les 10 prochaines semaines qui me mènent jusqu'au marathon d'Ottawa. Donc, tout ça et encore plus. Et finalement, comme je disais, Charles, il nous donne 6 séances clés. Il nous en sort 8, je pense, 8 séances clés à faire dans ta préparation marathon. S'il y a une affaire que je peux vous dire en introduction, qui est un apprentissage ou du moins une phrase clé de la conversation que j'ai eue avec Charles, c'est de ne pas racer votre marathon avant votre marathon. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça durant la conversation. Fait que merci de me suivre en passant dans cette histoire-là En route vers le marathon d'Ottawa. Il y a beaucoup de monde qui écoute la série, puis ça me rend heureux et content de pouvoir partager ça avec vous parce que je sais que de mon expérience ultra personnelle peut jaillir des apprentissages universels. Donc, merci de me suivre là-dedans. Le podcast est présenté par Upika. Je ne vais pas parler du Pika en profondeur à toutes les fois que je le dis parce que vous devez commencer à connaître c'est quoi. Mais dans l'optique de préparation en marathon, c'est important de travailler sa nutrition. On en parle souvent sur le Upika Podcast et Upika, c'est la compagnie parfaite pour vous accompagner dans vos cibles de nutrition sur les efforts d'endurance. Allez au upika.ca pour avoir tous les détails sur nos produits et utilisez le code Upika Podcast, en un mot, pour 10% de rabais sur votre commande. Bon podcast. Good. En route vers le marathon d'Ottawa, partie 3, que je vais appeler les séances clés de marathon / catch-up avec coach. Parce que là, ça fait 2 mois à peu près qu'on avait fait le premier podcast. Puis j'ai eu plein d'observations dans ce 2 mois-là, plein de trucs que j'avais hâte de te partager puis qu'on puisse discuter de tout ça pour soit voir la suite des choses, ajuster le tir, toutes ces affaires-là. Première chose que j'avais drastiquement surévaluée, c'était le temps que j'allais avoir pour m'entraîner. J'ai remarqué, Parce qu'au début, on se disait, je sais pas, 15 heures average, mais c'est pas ça pantoute. C'est surtout en vélo, moi, que j'ai remarqué. Exactement. Rapidement, mais en fait, premièrement, parce que l'été, partir en vélo, tu sors jamais moins que 2h30, parce que tu sors. Mais là, sur le trainer, en dedans l'hiver, c'est pas mal... c'est pas mal moins que ça. T'sais, après 1 heure, 1 heure et quart, quand tu fais du cross-training puis pas des séances de vélo, t'en as assez. Puis après ça, tu peux pas faire du vélo 3 fois par jour. Fait que mettons que tu fais du vélo une fois par jour, 4 jours semaine, c'est toujours bien juste 4h30, 5 heures max. Exact. Fait que ça, je me suis rendu compte de ça vite dans la patente. L'autre affaire que je me suis rendu compte vite, c'est que j'avais aussi surestimé ma capacité à rester à un endroit géographique. Oui, c'est ce que j'ai remarqué. Parce que là, ma vie, surtout dans cette période-là, ma blonde est à Gatineau, j'ai une business à Montréal, j'habite à Québec. Tout le temps parti. Quand t'es parti, il y a beaucoup de choses qui prennent le bord vite quand même. S'il faut que tu fasses 6 heures de route dans une journée... c'est ça, exact. Exact. Puis après ça, c'est quoi? C'est que tu amènes ton trainer, puis là, tu bouges tout autour. Fait que ça a été vraiment aussi un enjeu que j'ai réalisé. Malgré tout, j'ai essayé de prioriser tout le temps la course dans pour essayer de frapper un peu les targets de course à pied. On reviendra précisément sur tout ça après. Là. Je fais juste comme mes observations, puis on reviendra sur chacune d'elles.
L'autre affaire, c'est que dans le premier mois, mes données que j'ai remplies dans mon tableau étaient moins bonnes parce que mes zones sur Strava, je les avais pas ajustées aux zones qu'on avait faites ici. Ouais. Puis j'avais comme pas allumé qu'il fallait que je fasse ça ou que j'aurais dû faire ça. Ce qui a fait que dans le deuxième mois, j'ai pu être vraiment plus précis sur le nombre de temps que je passais dans chacune des zones. Puis est-ce que c'est le temps, petite question rapide, est-ce que c'est le temps ou les fréquences cardiaques? Les fréquences cardiaques. Les fréquences cardiaques? Oui, les fréquences cardiaques. On en parlera parce que des fois, ça peut être un peu moins valide dans le sens que le temps à te rendre à la fréquence cardiaque des fois, versus le temps d'effort dans cette zone-là. Exactement. C'est un peu différent. C'est ça, mais tu sais, je l'avais calculé justement, on en reparlera peut-être tantôt. Je sais pas comment on va aborder tous ces sujets-là, mais tu sais, mettons que tu prends l'exemple de la semaine dernière, où est-ce que c'était une grosse semaine que j'ai fait 121 kilos de course. Ça faisait 41% zone 1, 38% zone 2. 11% zone 3, puis 9% zone 4, mais il n'y avait aucune séance qui était en zone 3. OK. Fait que toute la zone 3, c'est du pace de zone 4, exact. mais le temps que ça me prend, tu sais. Exact. Fait qu'en tout, j'avais calculé que dans le 121 km de course, il y avait 28 km au tempo au plus vite. Fait que ça faisait un genre de 28% de ma semaine complète, de mon millage complet de course à pied qui était en zone 4 ou au tempo, tu sais. Fait que c'est ça. Mais en même temps, je trouve que la vitesse, puis dis-moi qu'est-ce que tu en penses, je trouve que la vitesse, les paces sont un indicateur moins fiable de ton intensité que la fréquence cardiaque. Absolument. Parce qu'à chaque moment, ça peut changer. Exact. Fait que, tu sais, je préfère vraiment calculer comme ça puis me dire qu'au pire, quand on regarde l'entraînement, on le sait que je fais pas proactivement de zone 3. Mettons, exactement. Il y a peut-être 1 ou 2 minutes, peut-être 5 à 10 minutes max de zone 3 qui est de la zone 2 qui dépasse un peu. Mais that's it. Puis dans le fond, quand tu dis que tu fais pas zone 3, fait que maintenant tu fais pas du pace 30, pace marathon, non, fais beaucoup. J'en ai pas fait vraiment. Pace demi, pace exact. 15. Okay. Exact. Mais en même temps, je veux dire, ça fait partie du processus. Là, ton cœur, il peut pas passer de 120 à 180 en une seconde. Là, fait que ça, comme la dérive qui fait que exact, c'est ça. Puis ça fait partie du calcul. Si tu regardes au niveau professionnel, souvent ils vont calculer le temps dans la zone par rapport aux allures qu'ils vont faire. Parce que justement, il y a ces périodes-là de transition qui va modifier un peu la donnée finalement. Mais ça fait partie du calcul. Puis je pense que ce qui est important, c'est que tu t'en tiennes à cette méthode-là. Tu changes pas avec le temps. Fait que si c'est toi, c'est les fréquences cardiaques. C'est ça que je vais faire, je pense. Puis la réalité, c'est ça aussi, c'est que tu as passé 38% en zone 3 parce que le temps que tu te rendes là, c'était de la zone 3. C'est vrai. Exact. Puis quand tu fais une course, c'est la même chose. Quand tu fais un marathon, ben, tu commences pas en zone 3. Tu commences en zone 1, ça dérive à zone 2, ça dérive à zone 3, ça dérive à zone 4. Puis si tu es chanceux, ça va pas trop dériver à zone 5. Là. Exact. C'est ça. L'autre chose après, c'est que c'est ça, il y avait des entraînements d'intensité que j'ai pas fait nécessairement. Tu sais, mettons, j'étais allé 2 semaines au Portugal avec ma blonde, j'ai essayé de faire le volume, mais faire de l'intensité, c'était pas faisable vraiment. Là. Quelques punches dans des cols, quelques affaires de même. Fait que j'ai comme réalisé qu'à partir de tout ça, il fallait que je réajuste un peu les attentes que j'avais versus la vraie vie que je vis. Fait que c'était plutôt ça mon constat général. T'es pas un professionnel, t'es un professionnel dans ton domaine, mais t'as pas nécessairement le temps d'un professionnel cycliste ou d'un professionnel coureur. Fait que, à un moment donné, c'est la même chose pour moi. Je travaille quasiment plus de 50 heures par semaine. Je m'entraîne beaucoup, mais il faut pas que j'aille les attentes de faire 10 sur marathon. Exact, c'est ça. Malheureusement, c'est ça. Là. Fait que si on regarde en général, là, on fait un overall résumé rapide. Là, ton premier mois, on va parler de janvier. On avait fait justement un build-up progressif. La première observation que j'observe, c'est comme tu disais, vélo, on avait targeté beaucoup trop haut. Puis ça, tu t'es réajusté, c'est correct. Fait que, on avait mis jusqu'à 10 heures de vélo mais ça, par semaine. Ça, c'est juste pas réaliste. Arrivé, je pense le max que tu as fait, là, c'était à peu près 4 heures dans la première semaine. Puis c'est bien correct en cross-training. Là, tu étais quasiment, avec nos estimations,
tu étais quasiment à 50-50. Là. Puis avec ce que tu as fait réellement, je pense que tu es plus à du 70-30, 75-25, quelque chose comme ça. Puis, dans le fond, t'as fait à peu près le millage qu'on avait dit, mais peut-être pas nécessairement dans le même ordre, étant donné tes déplacements. Exact, c'est ça. Il a fallu que j'ajuste ça. Il a fallu que je fasse des audibles souvent. Tu sais, où est-ce que là, j'étais comme, justement, on avait un voyage avec l'équipe du studio, puis là, on était à Playa del Carmen, puis là, c'est comme, là, cette semaine, c'est sûr, ce sera pas 80 kilos, tu sais. Fait que d'ajuster ça en acceptant que c'était pas l'idéal de faire 1, 2, 3, 1, là, de faire le build normal, mais d'accepter que là, c'est ça qu'il faut que je fasse. Là, en termes de... c'est pas nécessairement quelque chose que tu as noté, puis c'est pas grave, mais en termes de charge d'entraînement totale, comment tu considères que ça allait évoluer? Est-ce que, mettons, dans le premier mois, tu sens qu'à chaque semaine, ta charge intensité fois volume augmenté un petit peu, ou c'était pas mal stable, ou c'était dents de scie? C'était dents de scie quand même. C'était dents de scie quand même, puis c'est ça, j'avais comme pas l'option de faire différemment. Là, c'est bien correct. Ouais. Tu demandes, il faut s'adapter à la vie. Ouais, exact. Mais en même temps, janvier, tu es encore loin de ton C'est ça, mais c'est ça, je me disais. Là, je me disais, c'est un peu ça que j'avais en tête, là, de faire. Mais là, tu sais, je vais jouer un peu avec ces affaires-là, continuer à faire du volume, tu sais, comme on avait travaillé la base. Puis même chose avec mon voyage en février au Portugal, de dire, je vais continuer à faire de la base, tu sais, la base solide, là, mettre en place une bonne base d'aérobie surtout. Ouais. Puis tout ça en profitant après ça la semaine passée pour faire, là, je vais monter l'intensité, faire une grosse semaine. Ouais. Puis ce qui nous amène peut-être à la semaine... à la semaine, justement, le mois passé, en fait. Là, fait que deux grosses semaines de volume global parce que j'ai passé justement beaucoup plus de temps sur le vélo. Là. Yes. Oui, là, t'as quasiment topé du 10 heures de bike. Ça, c'était ta semaine probablement au Portugal. C'est ça, les 2 semaines au Portugal. 2 semaines au Portugal, presque 10 heures de bike, les deux. Un peu moins de kilométrage la première semaine en termes de course à pied, mais la deuxième, un bon 90 km avec un 9 heures de bike. Ça, c'est une très solide semaine qui équivaut probablement à une semaine de 120 avec un petit peu moins de vélo. Exact. En termes de charge d'entraînement total. Mais vraiment pas d'intensité. Ouais. C'est correct. Moi, je suis... tu sais, puis je te parle de charge d'entraînement si les gens, ils savent pas de quoi je parle. La charge d'entraînement, c'est toujours ton volume fois ton intensité. Puis ça te donne un chiffre. Regardez sur vos applications. Moi, Coros, il me donne un chiffre à chaque fois, selon l'intensité que j'ai fait puis le volume. Garmin, il va avoir un chiffre un petit peu différent. Ils font des calculs soit selon la vitesse à laquelle tu as été, le wattage à laquelle tu as été, la fréquence cardiaque. Puis il y a un algorithme qui va déterminer ta charge d'entraînement pour cet entraînement-là. Puis mettons que je fais une semaine que ma charge totale était à 1000. J'ai fait 150 km de course, aucune intensité. Je peux avoir la même charge d'entraînement la semaine d'après en faisant 100 km avec 2 intensités. Ouais, je comprends. Donc, tu sais, c'est vraiment de voir... Puis c'est une belle façon de calculer ton load total pour voir, OK, c'est pas juste tout le temps le volume qui est important. Si je fais 100 kg avec deux de ces intensités-là, la charge sur mon corps, au niveau fatigue, c'est la même. Donc, je vais générer à peu près, entre guillemets, les mêmes adaptations. C'est sûr qu'il faut mettre des bémols là-dessus parce que si tu fais 60 kg avec 3 intensités, pour un marathon, c'est pas la même chose que si tu fais 120 avec une. Là. Exact. Il y en a peut-être une des deux qui est à prioriser, mais il faut voir la charge comme ça. Puis si tu fais si c'est en camp d'entraînement, tu fais énormément de volume, tu coupes l'intensité. Nous, quand on fait des volumes des camps d'altitude avec athlétisme, avec ce qu'ils font, mettons, les 10 premiers jours, 14 premiers jours, tu vas pas te sacrer une grosse séance de VO2 après 3 jours que tu es là. Fait que tu fais du volume, tu rentres tranquillement dans ton millage, puis la première semaine, il n'y a quasiment rien. On va faire une zone 3, un seuil maximum, puis ta charge totale est quand même très élevée parce que tu as fait 150 kilos dans ta semaine. Exact. Mais tu sais, c'est quand même le dernier mois... il y a la semaine du 17 février que tu n'as pas rentré nécessairement beaucoup de kilomètres. Là. Ouais. Mais sinon, tout parce le reste... Parce que ça, il y avait juste 2 jours de pas d'entraînement du tout. Ouais, à cause du transport. Ah, du transport. Puis, comme ma dernière journée avant de partir, il fallait que je travaille à Montréal. Fait que ça a comme vraiment pas donné. Là, genre, j'ai travaillé le matin, après ça, j'étais allé à l'aéroport, puis il y a un avion qui a crashé à Toronto. Là, fait que on passait par Toronto, fait que l'aéroport a été bloqué au complet. Finalement, on s'est rendu jusqu'à Munich, puis là, Munich, Lisbonne, conduire.
de brûler en arrivant. Fait que c'est comme 2 jours de rien. Fait que c'est sûr que là, ça vient un peu impacter le volume global. C'est correct. Puis en général, ce que je remarque en termes de pourcentage d'intensité, tout ce qui est zone 3, zone 4, c'est vraiment bien. Tu es autour de 20 des fois, ça va à 30 zone 5, presque dans ce mois-là, si on parle du dernier mois, pas de janvier qui était un peu plus en denti, mais tu avais fait un petit peu de zone 5 quand même, là, des 1 2 donc, on parle là si on parle de la zone 5, on est pas mal à 0. Zone 4, on parle du presque 10 %. Après ça, on tombe à du 5, du 3, du 10 à peu près. Après ça, zone 3, on a 20, 17, 11 et 11 dans le dernier mois. Fait que si on combine les deux ensemble, là, ça tourne autour de entre 20, on va dire entre 20 et 30 %. Ce qui est quand même très bien. C'est raisonnable, surtout s'il y en a qui est sur le bike. J'ai pas de problème avec ça. Ensuite, zone 1, zone 2. C'est là qu'on arrive dans le chunk. Si on commence par la semaine passée, tu étais pas mal à 40-40. C'est ça que tu m'avais dit que tu voulais puis ça, dans le fond, la semaine passée, ça va être celle qui va être la plus représentative parce que j'ai sur mon Strava, tout ce mois-là, et avec ce que je te disais en ayant changé mes zones, mais avant les 3 premières semaines de février, ma zone 2 commençait à 138, à 135 BPM. Tu faisais genre du 30 battements. Ouais, c'est ça. Du 25. Fait que je trouvais qu'à 135, j'étais encore en zone 1. C'est la nuance qu'on avait apportée au dernier épisode. C'est qu'il faut que ton coach et toi, tu t'entendes sur c'est quoi ta zone 2. Pour moi, la zone 2, c'est plus le premier threshold, le LT1. Puis je vais sticker là-dessus beaucoup parce que c'est comme ça que je l'ai appris il y a 15-20 ans. Puis c'est vraiment à ça que moi, je me fie parce que je trouve que la charge à LT1 est très différente de 30 battements plus bas. Puis ça, c'est mon opinion à moi. C'est ça. Mais il y en a d'autres qui ont d'autres opinions. Puis c'est bien correct. Fait que moi, j'aime mieux prendre la zone 1 comme une vraie zone parce que quand tu prends mettons la zone 2 qui est aérobique, on va dire, le problème, c'est que ta zone 1 ne sert plus à rien. Parce que ça devient la récup, mais quand tu fais de la récup, tu ne regardes pas tes battements. C'est ça. Moi, quand tu moulines ou quand tu vas prendre une marche ou quand tu joggines, tu ne regardes pas tes battements. Fait que la zone 1, finalement, n'existe pas. Fait que finalement, c'est 4 zones. C'est pas. Exact, c'est ça. Fait que moi, j'aime mieux prendre cette zone-là comme une véritable zone d'endurance de base. Puis qu'est-ce que je fais, c'est que la zone 2, je l'appelle endurance aérobie plus, mettons, là, on va dire. Fait que. Les données qu'on a du dernier mois, c'est quand tu as ajusté ou quand tu n'as pas ajusté? Dans le fond, les 3 premières semaines, tout ça, c'est que j'avais déjà ajusté, sauf que ma zone 2 a commencé à 135. C'est ça. Puis je trouvais que 135, c'était trop bas pour ma zone 2. Fait que là... Puis on avait déterminé quoi ensemble? 155, mon LT1. Fait que là, ce que j'ai fait pour la dernière semaine, c'est que je l'ai monté à 145. Exactement. Fait que de 145 à 158, c'est ma zone 2. C'est parfait. De 159 à 168, c'est ma zone 3. De 169 à 180, c'est mon LT2, ma zone 4. Parfait. 180 en montant, c'est mon VO2. C'est ça. Fait que la dernière semaine, c'est celle que j'ai juste monté un petit peu la zone 1 parce que des fois, j'allais jogger. Puis là, tu sais, mettons, t'es à Québec, tu sors de chez vous, puis c'est une côte, là. Fait que genre, avoir les pulsations à 135, je suis easy, là, je suis en récup. Sauf que là... Tu es capable de garder ça à 135 en montant Non, mais c'est ça. Mais genre, tu sais, fait que je sortais de chez nous puis j'étais en zone 2. C'est pas de la zone 2 ce que je suis en train de faire là, tu sais. Fait qu'en mettant la zone 2 entre 144 et 158, ça fait que sur le bike, je suis capable d'aller targeter des entraînements qui sont de la zone 2 et pas de la récup. Exact. Fait que, mettons, je fais, OK, là, aujourd'hui, c'est pas de la récup que je fais sur le bike, c'est de la zone 2. Fait que là, je fais un power qui est à peu près 260, 265. Exact. Ça m'amène entre 145 et 158, genre. Fait que là, ça, c'est de la zone 2 pour moi. Puis c'est ça là-dedans. Fait que ça, c'est de la zone 2. C'est parfait. Puis même chose à la course à pied. Fait que, mettons, ma longue course, je vais faire quand même pas mal de zone 2 dedans, là, tu sais. Ma long run, un peu de zone 1, mais j'essaie de viser la zone 2 sur des long runs, mais les trucs de récup, j'essaie d'être en zone 1 tout le temps, pour de vrai. Les jogs,
zone 1. Tu vois la différence, mettons, tu parles de vélo, puis mettons que tu mets une grande plage de zone 2 qui est vraiment comme de 30 battements, ben, c'est comme si tu disais, pédaler à 150 watts, c'est la même chose que pédaler à 220. Exact, c'est ça, c'est pas ça pantoute, c'est ça. Ça fait pas de sens. Ouais, dans ma tête, ça fait pas de sens. Parce qu'il y en a une que tu fais juste tourner les jambes, puis l'autre, il faut que tu pèses ses pédales. C'est ça, exactement. C'est deux affaires, puis c'est vraiment différent. Puis par contre, on le sait, mettons, la fatigue neurologique, il n'y en a pas vraiment en zone 2. Ouais, c'est ça. Versus la fatigue mécanique, il y en a une quand même. Fait que c'est pour ça que, comme on avait parlé la première fois, puis ça, je l'ai réalisé en faisant ça, c'est quand tu cours en zone 2, c'est taxant quand même. Oui, puis tu utilises plus de glucides. Exact. La fatigue, entre guillemets, physiologique est plus élevée si tu es à 160 battements que si tu es à 130. Ouais. On s'entend. Puis, tu sais, c'est comme moi, le courir à 4,45 ou à 4 flats. C'est pas la même chose. Si je prends la zone 2 très large, c'est la même chose, entre guillemets, mais si je prends une zone 2 qui est plus courte, c'est là, ça devient complètement différent. Exact. Puis je pense que ça, c'est le gros apprentissage que j'ai fait dans ça, puis le gros changement majeur que j'ai fait, puis je le sens quand même vraiment positivement. Puis ça fait que des entraînements sur le vélo, quand tu te dis, mettons, surtout en cross-training, en fait, parce que le bike, il n'y a pas vraiment d'impact mécanique, là, fait que tu es capable de faire quand même beaucoup plus de zone 2. Oui, mettons, de vraie zone 2 comme on parle là, ou de zone 2 comme on le décrit maintenant. Ça fait que tu travailles quand même. Tu sais, mettons, je peux faire des intervalles de zone 2. Fait que sur le bike, je peux faire un 4 fois 15 minutes. Exact. Des builds de 5 minutes, 3 builds de 5 minutes, mettons, mais de rester dans cette zone-là, de jouer entre 145 158, mais c'est un travail quand même. Oui, puis l'impact au niveau musculaire, tu augmentes beaucoup plus justement ta résilience musculaire, ta force. On parlait tantôt dans le coin du geek, je ne sais pas si tu vas le mettre avant ou après cet épisode-là, mais de l'épaisseur du tendon, etc. Fait que ça a plus d'impact sur ce genre de facteurs-là, en créant pas tant de fatigue comparé à la zone 3. Dans la zone 4, fait que c'est extrêmement payant comme zone. Il faut juste bien la monitorer. Puis, d'après moi, avoir une cible qui est plus petite. Là. En tout cas, bon. Fait que ça, c'est pour ça. Après ça, la grosse affaire que je voulais qu'on parle maintenant avant de tomber dans les séances clés, c'est que en ce moment, dans mes jambes, j'ai un gros PB qui est là. Ouais, ça, je le sais. Genre, je le sais. Demain matin, ou genre peut-être pas demain matin, parce que là, on vient de faire... mais mettons, la semaine prochaine, tu me dis mon marathon est dans 7 jours. C'est prêt. Puis je fais un gros PB, je suis sûr. Fait que, à la fin de la semaine, à 121 kilos la semaine passée, je commençais à avoir des signaux qui me rappelait des trucs pas le fun, mettons, en termes de volume. Puis je pense que c'est sûrement lié au fait que de ce 121 kilos-là, il y a beaucoup de kilomètres qui sont faits sur le tapis roulant. Avec le, parce même pattern. Parce que c'est ici, c'est le fun. Je viens ici, puis il faisait fret encore. Puis là, quand je suis revenu du Portugal, j'ai fait no fucking way. Fait que j'ai fait comme une longue sur le tapis chez ma blonde, chez la mère de ma blonde. Après ça, 2 longs tempos ici. Beaucoup de volume. Je pense que c'était un 29... un 25, un 27 kilos sur tapis en dedans de 6 jours. Fait que d'après moi, il y a beaucoup de ça. Là. C'est sûr, parce que on se le cachera pas que le tapis, avec la strap, le temps de contact est plus long. Fait que je pense que l'implication, il faudrait le mesurer. Sûrement des études qui sont passées là-dessus, mais l'implication musculaire est plus. Mais c'est que j'ai l'impression aussi que quand, justement, on parlait des côtes à Québec, c'est quand tu cours dehors, tu changes complètement, tu changes de groupe musculaire souvent. Tu changes de rythme, mais comme en trail un peu. Exact. Tandis que sur le tapis, quand tu fais 1h45, c'est le même patron de course. Moi, c'est ça que j'aime parce que des fois, je jaunarde puis je ralentis sur une longue zone 2. Exact. Puis là, sur le tapis, sauf que là, je pense que j'ai peut-être exagéré un peu, mais ça me rappelait un peu. Là, je suis all good, là, ça va bien. Sauf que ce que ça m'a amené comme réflexion, c'est de me dire, bon, là, j'ai un gros PB dans les jambes, qui est un low-hanging fruit. Là. Puis l'autre affaire que je voulais dire avant de faire ma réflexion, c'était que mardi cette semaine, je me suis dit, je vais aller me tester au centre de glace parce que je veux voir si l'impression que j'ai que je suis vraiment fit puis en forme puis genre c'est pas juste le tapis. C'est pas juste le tapis puis le setup avec les fans puis le fait qu'il fait frais ici, mettons. Fait que j'étais allé au centre des glaces puis tu sais
j'ai fait des intervalles, un 1000, 1 minute, 400. Fait que 1000 pace de 5 kilos, 1 minute de repos, 400 pace de 1500, 3 minutes de repos. Puis après ça, j'ai fait un 3 kilos tempo-ish. Ouais. En fait, je me suis dit, je vais faire un 3 kilos pace de marathon pour voir comment ça file. Premier kilo, 3,33. Les pulsations à 163. Je fais comme... OK, genre, je suis 10 secondes plus vite que mon target que je veux faire pour faire en bas de 2h40. Puis je suis début zone 3. Là. Fait qu'il y a quelque chose là. Fait que, bref, tout ça pour dire qu'avec tout ça, je me suis dit, j'ai vraiment comme un PB qui est un low-hanging fruit. Puis je pense que je veux vraiment m'assurer d'arriver au marathon en forme pour le faire. Fait que, genre, stabiliser ce que j'ai là, maximiser mon truc, mais pas prendre de risques pour peut-être aller chercher 2 minutes de plus à la fin de l'histoire, mais plus sûrement qu'autrement, pas me rendre au marathon. Exact. Fait que quand j'ai fait mon 121, j'ai dit là, ça, c'était probablement trop. Ouais. Top. Peut-être que j'en refais une ou 2 semaines à 115, max, à la fin de la préparation ou à la fin des autres mésos, genre la grosse semaine de mon build. Mais je me suis dit, je pense pas que je retourne là vraiment parce que je veux arriver en santé puis faire le PB que je peux faire maintenant. T'sais. Puis là, c'est une bonne question parce que, tu sais, c'est l'impact que ce, mettons, 10 km là de plus ou 15 km, ça va être quoi le réel impact sur ta performance? C'est dur à mesurer. Il faudrait comme avoir... parce que dans le passé, tu as fait beaucoup de volume, tu t'en es mal tiré avec ça. Fait que là, on a déjà cette expérience-là qu'il faut se baser un peu. Mais là, ton corps a évolué. Tu pourrais répéter le même protocole puis ça serait différent comme outcome. Fait que là, il faut quand même... Tu sais, moi, je suis beaucoup sur les chiffres, j'aime ça, les chiffres, mais les sensations, ça reste le numéro 1. T'as bien beau prendre ton HRV à chaque jour. Si ton HRV dit qu'aujourd'hui, t'es une merde, ben si tu te sens bien... Écoute-le pas. Ben, tu sais, c'est ça, fais ta course. Là, fait que, tu sais, les sensations, faut les écouter. Puis si tu sens que ça, c'était limite... puis que justement, il y avait des petits trucs que ça réveillait, ben visons plus bas. C'est ça que je pense qui serait... le plus intelligent de faire. Puis, dans ma carrière de coureur, quand je serai rendu à me battre pour des secondes sur un marathon, je pourrais prendre peut-être ce risque-là. Mais là, c'est pas ça, parce que là, je sens vraiment que... ton potentiel d'amélioration est grand. Tu sais, man, les affaires que je faisais avant le marathon de Québec, puis probablement, c'est le marathon de Québec, c'est un marathon lent, là. Mais les trucs que je faisais quand j'avais fait 2,48 au marathon, 2,46 sur ma montre, c'est à des années-lumière de ce que je fais maintenant, là. Tu sais, là, genre, juste avec le training que j'ai fait au Centre des Glaces, j'étais comme... j'étais un autre coureur complètement, tu sais. Fait que c'est ça. Je pense que je préférais prendre cette shape-là puis m'assurer de l'amener, tu sais, de la maximiser, mais de l'amener au marathon en top shape, tu sais. Puis, fait que, tu sais, dans le fond, moi, ce que je t'avais fait un petit plan, une ébauche, là, puis je voulais un peu surfer sur la lancée que tu avais de volume. Puis justement, je te targetais du 110-120, mais avec l'information que tu me donnes là, je downgraderais. Moi, je redescendrais quand même pas mal ça. Là. Mais juste pour être sûr premièrement, de bien revenir de la semaine passée. De m'assurer de ne pas traîner ça. Puis après ça, de rebuilder tranquillement. Exactement. Fait que, je te propose qu'est-ce que j'avais pensé, puis avec tes feelings, après, toi, on réajuste. Mais selon l'information que tu m'as donnée là, peut-être que j'userais plus du 100, 110 pour les 2 prochaines semaines, si ton corps est capable de le tenir. Parce que là, moi, je fais mon rebours avec Ottawa. Là. Ottawa est ici. Là. Fait que là, je pars d'Ottawa. Je veux que ta 4 semaines avant, ça soit une grosse semaine. Peut-être aller chercher, encore une fois, le 120. Peut-être, oui. Puis après ça, descendre tranquillement. Fait que ça pourrait être une grosse semaine de 120 encore. Puis là, après ça, si je vais à rebours, ben, la semaine d'avant, c'est le 21 avril, tu es en repos. Puis là, ça nous amène à exactement 6 semaines à partir de maintenant, avant cette semaine de repos-là, avant la dernière grosse semaine qui est 4 semaines avant. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ce 6 semaines-là? Moi, la structure que j'avais pensée, c'est un peu surfer sur ton volume, on va dire élevé moyen pour les 2 prochaines semaines, stabiliser ça, peut-être à la baisse. Après ça, faire une semaine polarisée, fait couper le volume d'au moins 25 %, puis là, se taper
un petit bloc de zone 5 parce que tu n'en as pas fait ben. Et ma philosophie, c'est qu'à un moment donné, ton seuil, il y a un certain pourcentage d'amélioration que tu peux aller chercher. Mais quand il faut que tu ailles chercher le high-end pour être capable de le repousser. Exact. C'est David Roach qui disait ça sur Ritual, qui disait le facteur limitant du plafond, du plancher, c'est le plafond. Ouais. Puis ça, j'ai trouvé ça une merveilleuse analogie. Fait qu'il demandait si ton plancher est à côté de ton plafond, il n'y a plus d'espace. Fait que là, ton plafond étant ton VO2 max, le même principe dans il faut que tu pousses ton plafond en haut. Fait que là, tu peux encore améliorer ton plancher qui est ton seuil, mettons. Donc, peut-être aller chercher cette vitesse-là, ce VO2 max-là, pendant un petit bloc de 7 à 10 jours, selon énergie. Puis après ça, justement, ça, dans le fond, ça nous amène à 4 semaines avant ta semaine de repos. Cette semaine-là serait peut-être un peu plus en polarisé avec un volume moyen. Ça peut être 70 à 80 km. Même en vélo, on peut l'inclure aussi en vélo pour pas être trop redondant sur les jambes. Puis la semaine d'après, 3 semaines avant ta semaine de repos, avant le dernier build-up, ben ça, je prendrais un repos qui est plus substantiel. Fait que, mettons, une semaine à 50 kg, pas beaucoup de vélo non plus, mais avec quand même une ou 2 intensités dans la semaine, juste pour dire qu'on continue à torquer sur le VO2 max. Puis ensuite, ben là, il te reste 2 semaines avant la semaine de repos, avant le gros build-up. Fait que là, ça serait une espèce de buffer, cette zone-là, où selon ce qu'on a observé avec tes séances de VO2, selon le volume que tu as fait, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on fait un mini-bloc de polarisé, puis après ça, une grosse semaine? Est-ce qu'on fait 2 semaines de volume? Là, ça serait à peaufiner. Peut-être pas, là, j'avais mis du 120, mais on peut s'en tenir à 100, 110, même 90, 100, puis inclure un peu plus de vélo ici. Fait que ça, c'est la semaine du 7 puis du 14 avril. Puis après ça, on tombe à la semaine de repos que je parlais, justement, le 21. Le 28, ça serait une grosse semaine en termes de volume. Après ça, la semaine du 5 mai, on diminue d'environ 20-25 % le volume avec une intensité qui est raisonnable. La semaine du 12 mai, c'est la semaine avant le marathon, on diminue encore de 20-25 %. Fait que là, ça nous amène à 60-80 kg avec de l'intensité un petit peu plus élevée, par exemple, parce qu'on ne veut pas trop perdre l'intensité. Puis la semaine du marathon, on s'en fout du volume complètement. On ne regarde même pas ça, on ajuste au jour le jour. On fait une petite séance d'activation là, quelques jours avant, puis on est au marathon. Parfait. Fait que selon ce que tu penses, toi, dans ta tête, ça pourrait être ça, mais je suis très ouvert là, justement au dialogue. Et moi, j'aime vraiment la formule, puis la séquence. Ouais. Moi, je me questionne sur les semaines à 100 kilos. Ouais. Parce que j'ai peur. Je vais vraiment être je vais vraiment être tuné avec mon corps. Là. Ouais. Je vais vraiment m'écouter. Puis s'il faut que je descende à 80 kilos, je vais descendre à 80 kilos, je vais monter le bike. Ouais, exact. C'est moi parce que tant que ta charge totale est la même. C'est ça. Puis je pense que de descendre à 80 kilos, mais de garder la longue à 30 peut-être. C'est ça le plus important. C'est ça le plus important pour être capable d'avoir biomécanique. Parce que physiologiquement, je sais que je suis en shape de PB puis de marathon. Fait que faut juste que biomécaniquement, ça tienne. Fait que si je descends le volume, je garderai la longue. Ouais. Puis tu sais, c'est là qu'on pourrait jouer avec. Mais le format, la séquence, j'aime ça. Je vais juste regarder le volume global de course à pied. Qu'est-ce que ça me dit? Puis quitte à ajouter un peu plus de break. Si jamais ce qu'on avait déterminé au début, là, c'est que tu m'avais dit 120, c'est vraiment une grosse semaine. Mais ce qu'on avait déterminé, c'est qu'entre 90 et 110, c'était des grosses semaines pour toi. C'est ça, je pense. Si tu fais du 90-100, ça reste un volume élevé selon ton passé. Ouais. Fait que pour moi, c'est quand même bon. Là. Du 120, on tombe dans la zone... je pense que j'ai juste exagéré pour une raison que j'ignore la semaine passée, parce que je me suis dit... Non, mais c'est pas de l'exagération. Non, mais j'ai exagéré parce que j'ai senti que j'exagérais à la fin, tu sais. T'as-tu senti que t'avais du retard à rattraper? Fait que là, tu t'es dit... Là, en fait, ce que je me suis dit, c'est que j'ai pas fait d'intensité du mois, quasiment, de grosse intensité. Fait que je vais en faire. Puis quand tu fais du tempo... t'es rendu à 25 kilos rapidement, tu sais. Quand tu fais du long tempo, ici, j'avais fait, tu sais, un 6, 2x3, 3x1, tu sais, juste avec le jog entre les répétitions, t'es rendu à 25 kilos, ça se fait vite là, quand même. Quand même.
Fait que, ouais, ça me semble un bon plan. Fait que, cool. on fait un petit peu de volume dans les 2 prochaines semaines. Réduit, pas du 120. On a dit 90-100 avec toujours inclusion de bike. Là, j'ai mis du 6-8, mais ça peut être du 5, du 4, du 4 à 8, on va dire. Un peu de natation, parce que tu as repris la natation, comme je l'ai vu aussi. Exact. Puis après ça, on Au fait Portugal, j'ai pas pu parce que... Tu fais pas de nage dans les vagues de 26 mètres? Non. Ouais, Puis ils ont même pas de piscine extérieure. C'est surprenant quand même. C'est poche. Puis après ça, on fait le petit bloc de polarisé, comme on a dit, aller chercher de l'intensité VO2 max à côté. 2 semaines de buffer, justement, où on ajuste probablement encore du 90 km avec du vélo. Puis après ça, 1 semaine qu'on deload. Puis on fait notre grosse semaine. Puis là, on peut viser entre 100 et 120 kilos pour 4 semaines avant, pour que ce soit vraiment une grosse semaine de volume, pas nécessairement d'intensité. On peut couper l'intensité puis garder juste du tempo puis des trucs comme ça. Puis après ça, c'est une pente un peu descendante vers le marathon, mais avec une charge qui va être quand même raisonnable. Fait que moi, ça me va, c'est cool. J'aime beaucoup le format et j'aime beaucoup comment on a établi ça avec notre Google Sheet, avec les pourcentages et tout. Là, avec des petits commentaires à chaque semaine. Keep it up là-dessus. Puis après ça, c'est que ça nous donne un très bon outil si tu te plantes complètement à Ottawa. Oui, exact. C'est ça. Qu'est-ce que tu as fait? On va le savoir. S'il faisait 38 degrés, ben on le sait, là. Mais si ça n'a vraiment pas marché puis tu avais des conditions pas de vent avec une température qui était raisonnable, ben là, tu sais, on a un frame, on sait qu'est-ce que tu as fait, tu marques même des trucs de sensation à la fin, des perceptions d'effort. Fait que là, on a comme un... Puis peut-être que ta montre te donne des HRV, peut-être pas, mais en tout cas, on pourrait rentrer là-dedans puis voir justement c'est quoi la tendance. Puis là, tu me dis, OK, là j'ai un PIB dans les mains demain. Ben, regarde, c'est quoi qu'on a fait là? On a fait 8 semaines d'entraînement avec une grosse semaine à la fin. Ben, déjà, ce cycle-là, ça semble te convenir quand même. Là, il nous reste 8 semaines, 10 semaines, on va dire. Fait que, pas en répétant la même structure, là, mais en peaufinant cette structure-là, je pense qu'on peut aller chercher un autre gap si tu te blesses pas. Oui, c'est ça. C'est surtout ça l'affaire. C'est ça que je veux éviter à tout prix, dans le fond. Ouais. Cool. Le facteur chaleur, on peut en parler un petit peu rapidement. Oui. Parce que tantôt, tu es venu faire l'entraînement de 6h15 le matin. C'est violent, mais... C'est violent, man. Mon corps est allé en choc. Comme je te disais, ça fait longtemps que je me suis pas levé à cette heure-là pour m'entraîner. Le cadran à 5h15... en natation, tu devais te lever à 4h30. Ouais, ben c'est ça. Puis en plus, quand je faisais ça, quand j'ai fini ma carrière de nageur, ou même à la fin de ma carrière, on avait un deal avec notre coach. Mes 2 dernières années, c'était on se voit jamais avant 9h. Okay. Ça a été la meilleure chose que j'ai faite pour ma carrière de natation. Je comprends les horaires de piscine, me demander si, en plus, toi, tu es un sprinter un peu plus, I guess, là. Fait que tu as besoin de probablement plus de repos. Mais là, les horaires de piscine, ça, c'est un autre sujet pour une autre fois, mais les horaires de piscine ne devraient jamais être... la raison pour laquelle les athlètes qui sont des athlètes élites qui s'entraînent 20 heures par semaine se lèvent à 5 heures. Genre, c'est un non-sens pour moi que parce qu'il y a des horaires de piscine. En tout cas, bref, c'est un autre sujet. Là. Mais bref, je m'étais dit plus jamais je vais me lever à cette heure-là. Mais là, matin, il fallait que je le fasse. Je suis à Montréal tantôt, puis je me suis dit, je vais venir grinder un peu avant. Là. Mais honnêtement, comme une fois que tu as fait la première rep pour l'avoir fait, ça c'est ça, mais c'est ça, parce que j'étais en train de faire un petit peu plus lent que le tempo à une heure où est-ce que mon corps d'habitude dort. Fait que j'ai comme eu un choc pendant 10 minutes, puis après ça, je suis revenu. Là. Mais en même temps, le marathon, il start de bonne heure. Là. Il start à 8 quand même. Okay, 8, fait que genre... C'est ça. Ouais, là, c'était quand même... Mais comme je parlais avec Ben sur le dernier épisode, je vais me préparer... je vais me lever, je vais changer mon horaire pour me lever tôt. Les semaines avant. Là, au moins une semaine avant. 6 h du matin. Ouais, genre, c'est ça. Aller faire un petit jog le matin. Mais parlons de chaleur, parce que tantôt, on a utilisé le core. Je t'ai prêté mon core temperature pour voir justement ta température de la peau, ta température interne pendant l'effort. Puis c'est ça, c'est des données quand même qui surprennent, mais que je m'attendais un petit peu, parce que tu es quelqu'un quand même qui produit beaucoup de chaleur. On le voit, tu sues quand même abondamment. Je suis tellement un gros sale, man. Genre, l'autre fois, c'est quand, donc? C'était jeudi passé. Ouais, c'est ça. Jeudi passé, je suis venu ici. Puis j'ai commencé à courir avant que le cours arrive. Ouais. J'ai fait un 6 kg tempo avant le training ici. Ouais. Puis le monde est arrivé.
Puis là, j'ai regardé le monde arriver, j'ai regardé autour de moi, j'ai fait hey, je m'excuse tellement, là, un gros calice de salaud. Mais en fait, ce qui est bien, c'est qu'avec l'orientation des fans et tout, ça s'en va plus en arrière. Tu t'asperges pas tout le monde autour de toi. Ouais, ça j'asperge pas le monde autour, sauf que mon soir était sur leur tapis à eux autres. Je fais hey, je m'excuse. Je sais pas quoi faire de différent. En fait, c'est ta façon à toi d'extraire la chaleur. C'est la même pour moi, honnêtement. Là, c'est de suer abondamment. Faut juste que, comme on en jasait tantôt, il faut que tu t'hydrates bien. Exact, c'est ça. Te dessécher éventuellement. Mais tu sais, pendant ton dernier effort de 10 minutes, on a fait autour de 3 fois 10 minutes over-under tantôt, donc autour du seuil anaérobique. T'es quand même monté à 38,4 de température interne. Puis, tu sais, selon certains papiers, là, on vise le 38,5 comme threshold. Quand on veut faire des adaptations à la chaleur, c'est pas mal ça qu'on va aller viser puis qu'on va maintenir pendant un certain temps. C'est sûr qu'à l'effort, quand tu atteins du 38,5, je pourrais pas te dire exactement le temps exact. On pourra en discuter avec David ou avec d'autres physiologistes, avec François aussi peut-être. Mais je sais pas exactement combien de temps tu peux tenir ça. Mais théoriquement, passer, comme on va dire, un 30, 40, 50 minutes, tu vas avoir une diminution de la performance qui va être significative. Moi, l'autre fois, j'en ai fait. J'ai fait une longue de 2h30 avec une simulation de parcours, puis j'ai monté à 38,8. Là. Fait que tu sais, c'était quand même vraiment élevé. Puis je le sais parce que je le file. Je sens ma face qui devient chaude, rouge. Puis là, je regarde mes données, puis justement, je suis vraiment haut. La bonne chose, c'est que ta peau, elle, était quand même très, très pas très, très basse, mais était à 28,5. Ben avec la sueur, puis quand tu as ouvert la porte, puis le fan, c'est dur que la peau soit chaude. Oui, exactement. Puis tu sais, mettons que la température ambiante au début était à 18, peut-être qu'elle a descendu. Elle a monté à cause de l'intensité de tout le monde, mais elle a peut-être redescendu justement autour de 18. Mais tu vois que même à 18 degrés, tu sais, t'es quand même monté à 38,4. Là. Fait que tu sais, c'est proche du threshold, on va dire. Fait que, sur un effort de presque 3 heures, c'est quand même... Ça m'avait pogné. La dernière fois que j'ai fait Ottawa, je me suis fait avoir. Là. C'est ça. Fait que faut pas niaiser avec ça dans le sens que on a comme une petite donnée de base, puis en voyant les semaines d'avant, on peut toujours se faire avoir, mais on peut peut-être prévoir un 10 jours justement avec le corps, puis avec son suit, puis juste faire des 1 heure sur le tapis 3-4 fois. J'ai envie qu'on fasse un épisode complet sur ça, sur la prep à chaleur, là, plus proche de l'événement. Là, fait que ce soit du sauna, que ce soit du vélo, ou que ce soit de la course avec les sauna suits, je pense que ça te... c'est sûr que ça va pas éliminer tout le... Ça va m'aider au moins. Ça peut pas me nuire. Ça peut pas te nuire, puis ça va comme acclimater ton corps un petit peu à l'avance, puis une dizaine de jours avant. Parce que, tu sais, les gros protocoles là, pour aller chercher toutes les... comme on a jasé avec François, l'amélioration de la performance de 4-5 semaines, là, c'est quand même rough. Mais si on est capable de faire l'adaptation, de 10 jours peut-être, je pense que ça serait quand même intéressant. Puis ça t'éviterait peut-être de casser justement en plein milieu à cause de la chaleur. Parce que t'sais, moi, ce que je remarque, là, c'est que les études disent 25 degrés, 20 degrés, tu commences à le ressentir. Moi, honnêtement, c'est 15 degrés. Avant ça. Moi, c'est 15. Là. Passé 15 degrés, là, je commence à sentir l'effet de la chaleur. Puis ça m'affecte vraiment beaucoup. Puis on en jasait tantôt, quand je fais des affaires dans le désert de 7, 8, 9 heures, il faut que j'aie de la glace partout. C'est l'élément limitateur le plus élevé. C'est ça. Fait que... Juste garder ça en tête, mais c'est sûr que, mettons... là, on a un bon baseline. Un petit épisode là-dessus, puis justement, aller chercher ces températures-là de threshold de 38,5, puis garder ça pendant un certain moment, puis mettre à des intensités qui vont être quand même faibles. Fait que ça fait le tour de la chaleur, parce que pour avoir fait Ottawa 2 fois et avoir stické mon plan 2 fois, en me disant, PB aujourd'hui, dans le temps, c'était comme sub 2,40, il fait 28. Excusez, je m'en calisse. Moi, ça ne m'affectera pas. J'y vais. Pareil, je suis mes paces. Puis Ottawa, c'est toujours la première grosse fin de semaine. À 28 kilos, les 2 fois, cassé bien raide. Tu sais, à un moment donné, j'ai arrêté. Mes suites n'étaient même pas détachés, puis j'ai arrêté pour les détacher puis les rattacher. J'étais tellement cassé. Pété complètement. Ça me tentait plus pendant. Fait que, tu sais, ça peut faire mal quand même, surtout quand on sort de l'hiver, puis t'as pas eu de chaleur. Exact. Tu sais, mettons, fin septembre, c'est pas super parce que t'as vécu l'été, puis t'as eu une petite adaptation par rapport à ça. Fait que, à garder en tête, ça, la chaleur. On va s'assurer de bien gérer ça. Là. Cool. Puis sinon, c'est ça. Je t'avais demandé de préparer des entraînements clés. Ben oui. Là, on est à 8 semaines du marathon, 10 semaines du marathon d'Ottawa. Puis, je me suis dit, on pourrait, les setter dans le temps. Je t'en ai demandé 4, t'en as sorti 9. On va voir lesquels on sélectionne pour mettre dans mon programme d'entraînement. Puis, fait que c'est ça, je te laisse aller sur des séances clés pour le marathon.
Puis allons-y. Parce que comment j'ai vu ça quand tu m'as fait cette demande-là, puis c'est une très belle demande d'ailleurs, je me suis dit, il y a plusieurs types d'entraînement clé. Fait que je t'ai sorti 3 types. Un qui est plus sur le long, pour aller chercher des temps d'effort peut-être qui vont être autour de ton temps marathon, mais un petit peu moins quand même, mais avec une certaine intensité. Le deuxième type, c'est tester ton seuil. Vraiment, puis ta capacité à ne pas trop dériver, même si on fait du répété sur le seuil. Et le troisième, ben, c'est vraiment des séances VO2 max un peu plus corsées, qui sont le fun à faire parce qu'on se fait mal sur pas trop longtemps, mais qui sont des bons tests aussi. Puis la séance clé qu'il faut introduire une deuxième fois, c'est certainement le test de lactate qu'on peut reproduire. Et ça, je le ferai, je t'ai mis ça dans le temps à 6 semaines, 1, 2, 3, 4, à 5 semaines avant l'événement. Fait que juste avant ta grosse semaine, dans la semaine de repos. C'est une de tes intensités qui va être une intensité assez courte, intense, mais qui va faire une intensité quand même. Puis là, on va pouvoir voir justement avec une mini décharge avant. Les jours avant vont être mollo. C'est quoi ta réponse? Puis voir comment ça s'est passé au niveau de justement ton amélioration, au niveau de tes lactates sanguins, tes fréquences cardiaques, etc. Fait que ça, une des séances clés, ça serait justement ça. On la place 5 semaines avant, durant ta semaine de repos, à peu près dans le même temps que le marathon, là, vers la fin de la semaine. Fait que ça va être bien pour voir ton amélioration de façon significative. Ensuite, si on tombe sur des séances clés de long, donc là, on parle de 25 km et plus pour toi, même se rapprochant du 30, du 32 probablement. Pas trop vers plus que ça parce que ça crée quand même beaucoup de fatigue. C'est des entraînements qui sont intenses, pas sur l'intensité, parce que l'intensité reste raisonnable, mais sur la durée d'effort, parce que comme je l'ai appris à mes dépens, lors de mes premières séances, mes premières fois de marathon, tu ne veux pas faire ton marathon avant ton marathon. Exact, c'est ça. Mais tu veux quand même tester la forme pour voir si tu es capable de maintenir un certain niveau de ton marathon. Donc, une des séances-là que moi, j'adore, que je parle souvent aux gens, c'est la pyramide descendante du 5-4-3-2-1. Ça, c'est une séance que j'adore, moi, faire sur du long. Fait que c'est une séance qui dure de 25 à 30 km. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est on commence avec un 5 km assez relax, là, mollo, avec des strides en zone 1. Ensuite, on va faire un 5 km à tempo marathon. On va prendre 1 km de jog, autour de 5 minutes du kilo, probablement. Donc, ça te fait un 5 minutes de repos. 4 km entre ton allure marathon puis ton tempo 30. 1 km de jog, 3 km autour de allure 21, 1 km jog, 2 km à seuil, 1 km jog et 1 km à 10, pace 10, pace 5 si t'es raisonnable. Si t'es déraisonnable, comme la majorité du temps que je fais cette séance-là, c'est plus du all-out. 1 kilo all-out. Puis, regarder justement ta dérive, puis ta perception d'effort à travers le temps. Dépendamment de comment tu fais de cool-down, de warm-up, ça va te donner un total de 25 à 30 km. Puis, ta capacité à finir fort sur le dernier kilo, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on veut monitorer. Est-ce que tu as été capable d'aller chercher au moins ton allure 10, sinon ton allure 5, puis de finir fort pour voir justement, est-ce que tu as trop dérivé avant, puis justement, tu étais trop loadé, ou tu as été capable, même après 25 km, de kicker 1 km à ton allure 5. Ça, c'est vraiment une séance que j'adore prescrire et que moi aussi, je fais souvent pour justement tester la forme. Même des fois, dans le début du processus, pour me comparer à travers le temps. Fait que ça, c'est une séance de longue. T'as-tu déjà fait cette séance-là? Non. Ouais. Ça te fait-tu peur? Ou, Non. T'es assez poker face dans ton... C'est bon, c'est excellent. Non, mais je veux dire, moi, des séances de tempo, tu sais, cette intensité-là, ça me fait pas peur. Moi, ce que j'aime pas, puis tu l'as sûrement remarqué, c'est les séances de VO2. C'est la zone ça me fait pas peur. Ça me fait en cul. Ça me fait chier de me mettre dans cette zone-là. Puis c'est celle aussi qui, j'ai l'impression, me coûte le plus cher. Mais tu comprends l'intérêt de le faire de temps en temps. Oui, tout à fait. Fait que ça serait une belle séance de long que je te prescrirais. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est les seuls que je suis pas excité de faire. Mettons, venir faire des tempos ici ou faire des tempos, j'aime ça, c'est le fun. Genre, je trouve ça le fun. J'aime ça me pousser à, tu sais, mais de faire du VO2, c'est le seul training que j'appréhende. Je suis pas content d'aller faire. Je pense que c'est la même chose pour tout le monde. Ouais, j'ai l'impression. À part peut-être les gens qui font du 1500 ou c'est ça, exact. Une autre séance qui est intéressante, qui est très bonne pour tester la forme marathon, l'allure marathon, puis la dérive. Et quand je parle de dérive, là, on parle de perception d'effort et dérive des fréquences cardiaques sur la durée de l'entraînement.
Est-ce que j'ai vraiment dérivé au-dessus du seuil après 20 km? Puis là, ça peut devenir problématique justement un petit peu pour le jour du marathon où j'ai été capable d'être resté contrôlé. Ben, c'est 6 fois 3 km à allure marathon avec des 1 km de récup entre chaque répétition. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on commence avec un 3 à 5 km plus mollo. Après ça, on va commencer notre build-up. Fait que c'est des blocs de 4 km, 3 allure marathon, 1 récup. J'ai déjà fait jusqu'à 8. 8, je l'ai trouvé quand même rough, parce que ça fait 24 km à pace marathon. Beaucoup sur une stock, séance de 33, 34. Ça, c'était un petit peu exagéré, mais le 6, c'est vraiment un sweet spot que j'ai trouvé. Ça peut être même 5 fois pour commencer, si tu veux. Mais c'est un bon entraînement pour observer justement cette dérive-là. Est-ce que la dernière rep, je suis capable de rester en contrôle dans ma zone 3 encore, puis j'ai pas trop de perception d'effort qui a été augmentée, même après, là, jusqu'à la fin, là, quasiment du 30 km là, à ce moment-là. Fait que ça serait un autre bon de long à faire. Puis la dernière que je te propose, ça n'a rien à voir avec ce que tu as déjà fait avant. C'est, parce qu'on va introduire ça, je fais une petite pub pour mon gym en même temps. Parfait. C'est Simule de parcours sur le logiciel qu'on a ici. Fait que je te crée le marathon d'Ottawa avec les dénivelés, avec les viaducs, avec tout ça sur le profil que tu as déjà vu avec le logiciel. Puis on le fait en zone 2. Avec variation d'intensité, c'est un peu du over-under, mais plus zone 2, zone 3. Là, on va jamais toucher au seuil, sur un effort de 2 à 2h15. Puis on warm-up un 30 minutes, puis après ça, on commence le parcours. Comment ça fonctionne? Tu le comptes-tu c'est comme une longue... Tu le comptes comme la longue sortie. Exactement. Puis comment on fonctionne, c'est que quand je crée ce genre de parcours-là, vu que nous, on fonctionne en temps et pas en kilomètres ici, c'est que 1 kilomètre équivaut à 2 minutes. Sur le parcours. Fait que tout le monde va faire la même durée. Ben, toi, mettons, on le fait ensemble, on fait la même durée d'effort. Chaque kilomètre est équivalent pour nous deux. Même si on a des vitesses différentes, chaque kilomètre est égal à 2 minutes. Puis c'est inscrit comme justement monter l'inclinaison à temps, descendre l'inclinaison à temps. Fait qu'on va raccourcir ton marathon sur environ une période de 1h30 avec un 30 minutes d'effort, puis un 30 minutes puis un cooldown de 15 minutes. Mais tu vas avoir une idée, une espèce de visualisation mentale du parcours qui s'en vient devant toi, sur l'écran, puis dans les jambes après aussi. On a déjà fait, j'ai déjà créé Boston, on va créer Tokyo, j'ai déjà créé celui qu'on fait au White Mountains en mai, parce qu'il y a beaucoup de descentes. Fait que là, on se met ça à -3, -4, puis on s'éclate les quads, c'est le fun. Fait que ça serait une autre séance qui n'est pas une séance clé, mais juste en termes de visualisation. Quand même, là, c'est quand même le fun à faire, puis c'est ça, c'est une séance qui est intéressante. Fait que ça serait les 3 que je te dirais dans les séances longues qui pourraient être intéressantes. Est-ce qu'on est obligé de toutes les faire? Absolument pas. Je pense que je ferais la simule juste au niveau mental. Ça peut être intéressant d'avoir cette visualisation. Puis ensuite, faire une des deux. Donc, soit la pyramide descendante ou en kick fort, ou soit plus le steady de 3 km de marathon. Moi, je pense que ça peut être bien. Puis ça, ben, c'est au moins, je te dirais, là, si on fait une grosse séance comme ça, minimalement 4 semaines avant, mais j'irais peut-être plus vers le 6-7 semaines pour tester la forme. Peut-être avant la semaine de repos. Exact. Un des entraînements clés, je pense que je te l'avais mis là, justement, un des entraînements clés avant la semaine de repos. Puis avant le dernier build-up, ça pourrait être quand même assez efficace. Fait que ça serait sur le long. Bien sûr, là, je parle de long parce que là, PH fait du marathon, il est habitué de faire des 30 kilos. Je parle de cette séance-là. Si ton volume hebdomadaire, c'est 50 kilos, ben, tu peux pas te permettre ça. Non, exact. Fait qu'il faut ajuster vraiment à la baisse. En proportion. Si tu fais une pyramide, fais 3-2-1. Si tu fais les 3 kilos, fais... Tous ces entraînements-là sont ajustables selon votre niveau. Exactement. C'est ça. Il faut rester conscient de ça parce que, comme je le dis, si tu fais 50 kilos par semaine, tu peux pas faire un 30 kilos dans ta longue sortie. Peut-être que tu peux, mais... ça va te péter. Ouais, c'est ça. Ça risque de pas être super. Après ça, si on monte d'une coche un petit peu, ben là, c'est les entraînements au seuil qui sont intéressants, selon mon expérience à moi. Les entraînements au seuil, certainement les deux que je favoriserais. Le premier, c'est Félix qui m'a introduit à celle-là, puis Félix-Antoine Lapointe, coach d'athlétisme, que j'ai vraiment aimé, que j'ai fait avec Elissa, justement, en camp. C'est le 15 fois 1 km à pace demi-marathon, avec une 15 à une 30 de repos entre chaque, puis de voir justement la dérive au niveau lactique, parce que nous, on l'avait fait avec lactique, et fréquence cardiaque, pour voir et perception d'effort, pour voir si on est capable de maintenir un steady state ou qu'il y a une énorme dérive avec le temps. C'est un entraînement qui est assez intense, mais qui se fait relativement bien. Ça fait peur au début, mais ça s'encaisse bien avec les petits repos. Un peu plus lent que le tempo, dans le fond? Pace demi. Pace demi, c'est ça, mais mettons, ton tempo, il est
pace 30? Oui, pace 30, exactement. Ouais, c'est ça. Qui fait un peu plus vite que le tempo. Fait que tu fais 15 km à une allure de 21. Fait que c'est costaud. Ouais. Mais tu as des petits repos entre chaque. C'est du stock pareil. Là. Mais toi, selon la forme que tu as, selon le volume, l'expérience, le 15 fois, je pense que tu peux le targeter. Ça peut être 12, ça peut être 10, ça peut être 8, selon les personnes. Il se fait bien dans un setup... sur piste là, extérieure, mettons. Ouais, exact. Piste extérieure, ou même ici, là, si tu viens le faire, on te met à la place du kilo, on te met, je sais pas, ton kilo au demi, c'est quoi? C'est 3,40 ou 3,30. Ben, on te le met à 3,30. Tu fais 3,30, tu fais 1 minute 30 de repos, puis ça recommence 15 fois. C'est quand même une séance qui est assez intéressante pour justement voir LT2, est-ce qu'on est pas mal on target? Est-ce qu'il y a une grosse dérive à la fin? Il y a une petite dérive qui va arriver, c'est sûr et certain, mais est-ce que tu es à complètement VO2 max sur les 3-4 dernières reps? Ben là, peut-être qu'on a overshooté un petit peu ton LT, ton threshold 2, fait que ça serait quand même assez intéressant pour ce sweet spot-là qui est ultra important en marathon. Puis la deuxième séance que je te proposerais, c'est les fameux double threshold. T'as déjà fait un double threshold? Non. Ben ça serait quand même à intégrer. Fait que le double threshold, on commence avec une séance matinale assez tôt où on va faire du tempo un peu comme ce matin. Justement, ce matin, ça aurait été une séance parfaite pour ça. On faisait 3x10 tempo over-under. On a accumulé 30 minutes totales, donc, je sais pas, 8 km d'effort peut-être pour toi, mettons, autour de ça, sûrement? 9, là. Ouais, dans ce coin-là. Genre de 3 fois, 8,5. Là. Exact. Fait que si on reste, puis mettons un volume total probablement de, je sais pas, 15 kilos. 15 kilos ce matin. Puis, on prend au moins un minimalement 4 heures, mais je dirais plus un 6 à 8 presque, là, 6 minimalement. Puis, on fait une autre séance de threshold plus courte. Fait que, mettons, le matin, je viserais autour d'une dizaine de kilomètres d'effort autour du seuil ou un petit peu plus bas. Puis, le soir, un 5 kilos peut-être, là, maximum. On divise par 2, puis avec des efforts qui vont être plus courts, avec des temps de repos plus courts, mais avec qu'on répète un petit peu plus. Fait que, mettons, le matin, ça pourrait... J'avais mis comme exemple un 3-2-1, 2-3. Je pense que ça t'amène à 11 km d'effort, à toujours autour du seuil. J'avais mis comme un tempo pour le 3, 21 pour le 2, 15 pour le 1. Fait que direct sur le seuil pour toi. On maintient le 15 pour le 2, puis on remonte à pace 21 pour le 3. Fait autour du seuil anaérobique. Ça peut être un 5 x 2 kg. Tu peux garder ça traditionnel. Tu prends un 10 kg, tu divises en ce que tu veux. Puis le soir, je t'avais mis des 400. Bien standard avec des 30 secondes de repos. Au seuil aussi ou plus vite? Oui, seuil, avec des 30 secondes de repos. Puis tu fais ça à pace 10, pace 15. Parce que pace 10, pourquoi? C'est plus haut que le seuil un petit peu pour toi, mais c'est que c'est court, tu as du repos, fait que ta fréquence ne va pas nécessairement dériver. Si elle dérive, on fait pace 15, mais tu peux te permettre de le faire à allure 10 sans problème. Puis je t'avais mis genre un 12 x 400. Pace 10 à peu près, ou pace 15. Là. Fait que tu répètes ces deux intervalles-là dans la même journée. Puis ça, c'est encore une fois, c'est beaucoup de volume dans une journée. Si tu te sens pas bien, si tu sens que tes limites au niveau musculo-tendineux, c'est à éviter. C'est ça, c'est ça. Mais pour tester la forme, tester ta capacité à répéter, c'est que tu vas chercher une grosse quantité d'intervalles proches du seuil, qui est un petit peu plus dur que marathon même, sur une bonne quantité de volume dans ta journée. Et ça encore, il faut s'assurer d'avoir un repos qui est adéquat après. Moi, j'en ai fait une un petit peu aléatoire mardi. Tu vois, la journée d'avant, lundi, j'ai pris ça vraiment relax. Je suis venu faire l'intensité mardi matin. Puis j'ai décidé, en embarquant sur le tapis, après 2 kilos, que je faisais un double threshold, finalement, le soir. Surprise. Parce que je voulais faire un double. Puis j'avais pas beaucoup de temps. Fait que je dis, c'est tant qu'à ça, je vais me mettre à pace 21, puis ça va être ça. Puis, tu vois, hier, j'ai fait un autre 5. Fait que, le lendemain, les 2 jours après, 48 heures après, c'est comme vraiment mollo. Tu pourrais faire des easy rides. Puis après ça, tu repars. Mais tu sais, tu as fait un bon quantité de ton volume hebdomadaire dans la même journée. Fait que c'est quand même pas pire. Faut juste que la récupération soit bonne. Mais c'est un excellent test pour tout ce qui est demi-marathon et marathon aussi, d'être capable d'accumuler, je te dirais, autour d'un 15 km d'intensité sur ce volume total-là. Ça fait du sens, ça te fait peur? Oui, non, ça va encore. Good. Puis là, on tombe dans le corset. Fait que tout ce qui est un peu plus intensité VO2 max, là, je t'ai sorti des beaux trainings classiques intéressants que je pense que tu n'as jamais fait en particulier. Le premier que j'aime énormément, c'est le Michigan. Est-ce que tu as déjà fait le Michigan? Non, le Michigan, je ne sais pas c'est quoi. Le Michigan, c'est un entraînement qui date des années 70, qui vient de l'Université of Michigan, bien sûr, du coach Ron Warhertz. Et à quoi ça correspond? C'est un gros fartlek, en fait, que tu peux moduler comme tu veux. La vraie version, c'est un échauffement,
tu fais 1 mile. Fait que eux, c'est beaucoup des miles. Fait que tu fais 1 mile ou 1,6 km à allure 10 km. Tu prends 2 à 3 minutes, soit off ou vraiment de jogging très léger. Tu fais 1,6 km à tempo. Fait que la particularité de cet entraînement-là, c'est que tu vas toujours mélanger VO2 max avec tempo. VO2 max avec tempo, c'est la définition un peu d'un fartlek, justement. Fait que allure 10 en premier, allure tempo en deuxième. 2 à 3 minutes de pause, 1200 mètres à allure 5, 2 à 3 minutes de pause, 1600 mètres à tempo, 2 à 3 minutes de pause, 800 à allure 3 km, 2 à 3 minutes de pause, 1600 à tempo, 2 à 3 minutes, puis 400 all-out. Quand tu regardes le chiffre, ça fait mal aux yeux, mais quand tu le fais, c'est pas super comme ça. Ça passe bien. Ouais. Moi, c'est toujours un mile tempo après. Ouais, c'est toujours entre... C'est mile, 1200 miles, 800 miles, 400 miles. Puis moi, vu que j'aime ça exagérer, puis je commence avec un tempo au début. Parce que j'aime ça exagérer. C'est bon, ça, je comprends ça. Mais fait que y a-tu quelque chose entre le mile et le mile tempo? Y a-tu une pause ou y a juste la pause à la fin? Après le tempo. Fait que mettons, théoriquement, tu commences avec le 1600 allure 10. Ouais. Tu as 2 à 3 minutes. C'est ça. Puis, tu sais, de jog ou de... Fait que tu as une pause entre chaque affaire. Tu as une pause entre chaque affaire. Okay. Ça rend ça un peu plus absorbable. Ouais. Si tu le fais en mode continu, comme j'avais prescrit un de mes athlètes récemment qui a mal lu puis qui l'a fait en mode continu, il a payé, excusez-moi, il a payé en tabarnak. Je comprends. J'avais mal lu le graphique. C'est une erreur. Mais en même temps, il a fait un esti fartlek. Un esti fartlek, exactement. Un bon training. Mais non, chaque répétition, tu l'entrecoupes. Fait que c'est ça. C'est toujours entrecoupé des tempos. Tu fais 1600 allure 10, 1200 allure 5, 800 allure 3, 400 all-out avec toujours du tempo entre chaque. Fait que c'est soit 3 tempos ou si tu veux en ajouter un au début, c'est 4. Parce que moi, j'aime ça m'échauffer avant de faire du PS10. Là, sinon, je trouve que c'est Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est un super bon training. Justement, de fartlek. La définition du fartlek, c'est des variations grandes d'intensité. Fait que souvent, on va passer du tempo à des paces très élevés. Le over-under, comme on fait ici au crew, c'est plus autour du seuil anaérobique, on wave. Mais le fartlek, c'est comme pace marathon, pace 5, pace marathon, pace... c'est plus des gros écarts, on va dire. Mais ça, c'est un excellent training de VO2 max. Puis de développer ta capacité à kicker, mais aussi à reproduire un effort qui est confortable avec la fatigue physiologique. Fait que ce genre de training-là, j'en incorpore de plus en plus, moi, personnellement, dans mes trainings, parce que faire un classique 15 x 400, c'est correct, mais la réalité, c'est qu'après ça, mettons, dans la vie de tous les jours ou dans une course traditionnelle, je veux finir fort, je veux être capable de maintenir un tempo. Fait que j'aime ça quand même, mettons, commencer avec des 400, faire un tempo mieux, faire d'autres 400, faire un tempo mieux. Fait que mélanger un peu les trucs, ça devient quand même assez intéressant. Puis le Michigan le fait de façon exceptionnelle. La deuxième entraînement clé, qui est un vieux training aussi que j'adore faire, que tu connais sûrement celui-là, c'est le Yasso. Ça, c'est les 800? C'est les 800. Les 800 répétés. Ouais. Le Yasso, c'est quoi? Ça vient de Bart Yasso, qui est un ancien... je pense que c'était un chroniqueur au Canadian Running Magazine ou American Running Magazine, un des deux. Puis, dans le fond, c'est 10 x 800 avec meilleure moyenne et la récupération équivaut à l'effort que tu as produit. Donc, le but, c'est de... Mettons que moi, je fais 2,24 sur 800 ou 2,30 sur 800. Je fais 2,30 de repos. Et je reproduis. Et le but, c'est de faire ma meilleure moyenne de temps sur tous mes intervalles. Un best average. Best average. Donc, si tu pars tu fais ton premier 800 en 2,10, bonne chance pour le reste pour avoir un best average. Fait qu'il faut que c'est une gestion d'effort qui est intéressante. Fait que ça travaille ta gestion d'effort. Pour l'avoir fait plusieurs fois, je te dirais qu'après 3, tu te demandes qu'est-ce que tu calisses là, pour être honnête. Qu'est-ce que tu fais là? Les reps 4, 5, 6, 7 sont pénibles, mais tu es capable de passer à travers. Puis après ça, 8, 9, 10 sont plus faciles parce que tu vois la fin arriver. Puis tu es finalement capable même de kicker à la fin quand tu gères bien ton effort. C'est vraiment intéressant. Et la particularité de ce training-là, c'est une extrapolation
assez sommaire, je te dirais, mais Yasso, qu'est-ce qu'il disait, c'est que la moyenne de qu'est-ce que tu es capable de faire sur tes 800 en minutes secondes c'est ton temps de marathon. À ton marathon en heure par minute. Si tu fais 2h40, si tu fais 2 minutes 40 sur tes 800, tu devrais être capable de faire 2h40 sur ton marathon. Ouais. Avec mon expérience, ça le bonifie quand même beaucoup parce que les repos étant très longs, ça peut favoriser les gens qui sont très anaérobiques ou qui ont une capacité de récupération qui est exceptionnelle. Comme moi, mettons, ma meilleure moyenne que j'ai faite là-dessus, c'est du 2,22, 2,23. Puis clairement, je fais pas 2,22 sur marathon. J'essaie de faire du 2,29, 2,30. Fait que, tu sais, ça bonifie, mais quand même, c'est extrêmement gratifiant comme entraînement. Puis en termes de VO2 max, de lactique, c'est assez payant, je te dirais. Celle-là est du stock. Celle-là, je la connais, je l'ai jamais faite. Ouais, parce que je connais que t'aimes pas ça, mais ça serait quelque chose qui te challengerait quand même pas. Mais tu sais, en natation, on faisait souvent des affaires de même. Tu sais, fait que c'est pas une zone qui m'est inconnue, mais c'est une zone qui est un syndrome post-traumatique, je pense. ouais, c'est ça, exactement. Puis sinon, si tu veux d'autres exemples... Je veux juste couper le son juste pour qu'on... On va recommencer après, juste pour éviter qu'on perde tout. Parfait, on continue. Yes. Good. Donc, un autre classique qui pourrait être intéressante, il y en a plein. Tu as les 15 fois 400, les 20 fois 400 à allure 5, à allure 3. Une que j'aime particulièrement, c'est justement un peu, comme je te disais, là, de mélanger un peu les trucs. Fait que j'en ai mis un, par exemple, tu commences avec du Pace 21 3000, tu fais 8 fois 400 ou 10 fois 400 à allure 5 dans le milieu, puis tu finis avec un 5 km marathon. Fait que, ça, c'est le genre de training qui est intéressant parce que tu peux vraiment voir, justement, es-tu capable de maintenir le pace après, avec une certaine fatigue musculaire qui peut représenter 30 km d'effort assez bas, finalement. Fait que, de mélanger un peu les cartes comme ça. Si tu veux vraiment aller dans le VO2 max, des séances intéressantes comme tu fais un petit tempo au début, un 3 kg, puis après ça, tu fais du 3 à 4 fois 800, 400, 400 à pace 10, pace 5, pace 3. Tu prends un petit repos 3 minutes, puis tu recommences. Fait que ça, c'est des entraînements super intéressants, mais qui sont moins, je te dirais, clés que les peut-être les Michigan ou les Yasso ou les trucs comme ça, mais c'est des super bons entraînements gratifiants aussi. En fait, c'est que tout entraînement peut être un entraînement clé si, à travers le temps, tu le répètes, puis tu regardes un peu la marge que tu as d'augmentation ou de diminution, parce que ça se peut que tu ne sois pas amélioré nécessairement. Bref, c'est ça. Fait qu'un entraînement clé, pour que vous sachiez, prends n'importe quel entraînement, répète-le, puis tu vas voir si tu t'es amélioré. C'est ça, exact. Comme un test de lactate, finalement. Moi, le truc que j'entends dans tout ça, puis c'est sûr que je vais en faire dans la gang, là, dans ceux-là, mais c'est un peu ce que tu as dit au début. Ce que j'avais tendance à faire, c'était vouloir racer mon marathon avant mon marathon pour me prouver que je suis capable de le faire. Ouais. Mais je pense que c'est un peu backward comme façon de le voir. Ouais. Parce que n'importe qui pas débutant, mais c'est l'erreur débutante. Oui, c'est ça. Parce que n'importe qui a déjà couru un marathon sait que ça prend calissement du temps à revenir d'un marathon. Fait que si en entraînement, tu cours un 2/3 de marathon, bien, ça prend 2/3 du temps que ça te prend à revenir d'un marathon, quasiment, là, tu sais. Fait que je pense qu'il y a un danger, surtout pour moi, connaissant mon historique, de me creuser une tombe avant le marathon. Puis, pour rester dans l'optique de ce que je te disais tantôt, par rapport au fait que je veux faire le PB que j'ai en moi en ce moment, optimiser le PB que j'ai en moi, il va falloir que j'y aille quand même beaucoup à l'écoute des signaux. Puis surtout, je pense, moins que trop. Tu sais, mettons, viser une affaire, mais en faire moins. Parce que tu as tendance à exagérer. Que trop. Parce que j'ai tendance à exagérer. J'ai tendance à lever la vitesse si j'ai l'occasion de le faire. J'ai tendance à faire, je vais en faire une autre rep. Mais j'ai l'impression que là, il va vraiment falloir que je me parle pour faire, OK, le training, c'est ça. Je suis dans le training. C'est normal que ce soit tough, là, pas d'avoir peur, d'avoir mal ou quoi que ce soit, mais d'être quand même à l'écoute de faire, OK, là, c'est peut-être too much, une surcharge, ou là, c'est la dernière rep. J'ai pas besoin de puncher. J'ai pas besoin d'aller au bout du truc. J'ai pas besoin de racer la dernière rep. Puis je pense que ça va être quand même majeur dans la prep. Là, exact. Fait que de pogner un set comme ça, mettons justement le Yasso, puis de faire, OK, je le fais, best average, mais s'il m'en reste à la fin, ça veut dire que j'ai peut-être mal pacé mon best average, mais ça veut pas dire que là, je me décalisse dans le dernier 800. Que tu prends 10 secondes sur toute la reste. C'est ça, exact. Je suis d'accord avec toi, absolument. Puis tu l'as dit, là, écouter ses feelings, c'est primordial. Faut pas racer son marathon avant. Puis là, je t'en ai nommé 8 là, à peu près, là, mais on en garde 3-4 là-dedans, gros max.
Tu les fais, on en parle au prochain épisode avec justement la finalité du build-up, peut-être le test de lactate que tu as fait, voir comment ça s'est intégré, puis comment tu l'as filé, puis tes sensations-là. Mais si je pense que tu arrives en santé à cette dernière semaine de repos-là, du 21 avril, ben, je pense que ça va bien aller. Ouais, moi aussi, je pense. Avec le volume que tu vas avoir fait, l'intensité, je pense que musculairement, si t'es pas en surfatigue, etc., ça devrait bien se passer. Puis encore une fois, ben, s'il fait 30 degrés, c'est d'autres facteurs, mais ça devrait bien se passer pour le reste. Dernière question, ces trainings-là, tu mets-tu les carbones ou non? Tu mets les carbones? Tu mets les carbones sur ces trainings-là? C'est entraînement clé égale... c'est pas une simulation de course du tout, mais tu veux aller chercher les feelings de... Puis si tu mets tes carbones au marathon, pour les entraînements clés, tu devrais mettre les carbones. Mets les carbones. Il y aura peut-être des gens qui auront l'opposé à dire, ben non, garde tes carbones pour le race day parce que ça te donne un edge. Mais j'aime mieux que tu prennes ce edge-là puis tu le fasses dans tes entraînements clés. Pour t'adapter aussi à la chaussure. Parce que, tu sais, avant, dans le passé, il fallait que tu casses la chaussure. Là, il fallait que tu fasses 50 kilos pour que tu te sentes bien dedans. Maintenant, c'est plus vrai. Mais quand même, mettre une nouvelle paire de souliers que tu n'as jamais mis 0 fois. Juste des ampoules, mettons. Juste pour les ampoules. C'est peut-être pas bonne idée. Si, mettons, ça fait 3 fois que tu prends des Alpha Flight 3 puis que tu as toujours couru en Alpha Flight 3, ben, c'est correct, la nouvelle paire, tu vas bien l'intégrer. Mais si, mettons, que tu étais... New Balance, c'est quoi le... C'est le Fuel Cell RC Elite. RC Elite. Ben, mettons que tu es passé de la version 2 à la 3. Tu dis, la 3, je la garde juste pour mon marathon, je la mets pas avant. Des fois, entre les versions... Ils changent les souliers. Le fit, etc. Fait que t'es mieux de la mettre au moins une couple de fois. C'est sûr que tu veux pas la détruire. Là. Fait que, mettons, maximum, je te dirais 100 km max. Là. Moi, c'est plus du 50 que je vise max. Là. Mais au moins la mettre pour 2-3 entraînements clés. C'est sûr. Je me rappelle quand on nageait, on arrivait aux compétitions 2 fois par année avec un nouveau maillot puis shavé. Puis là, on était dans le warm-up, dans le compé, puis c'est comme, je me suis jamais senti de même de toute ma vie. Fait que genre, est-ce que tous les feelings que j'ai développés en entraînement valent fuck all maintenant? Parce que j'ai jamais, tu sais, il faut que tu sortes avant la ligne de 15 mètres, là, après le plongeon, là. Puis littéralement, quand j'arrivais en compétition, shavé avec un nouveau maillot, il fallait que j'enlève une ondulation. Fait que je comptais mes ondulations pour être sûr de sortir au bon moment. Il fallait que j'en enlève une parce que je glissais trop. Puis là, ça désynchronise tout. Ça désynchronise tout parce que là, j'enlève un battement papillon. Il faut que j'enlève un demi-coup de bras, genre. Fait que je fais quoi? Genre, j'arrive au mirage. T'allonges la dernière. C'est ça. Fait que genre, les timings étaient tout off parce que la mentalité, c'était non, faut tout garder pour le jour de course. Puis là, t'arrives le jour de course, tu t'es jamais senti bien de même. Mais en même temps, c'est quoi ce feeling-là? C'est bizarre en esti, là. Fait qu'un feeling incroyable, c'est le fun. Mais si ça t'overwhelme puis tu t'excites par rapport à ça, ça peut détruire ta course. Exact. Puis si ça, tu sais, comme c'est la même chose, mettons, en sprint, là, ils ont quasiment des pas calculés au 100 mètres ou non au centimètre et. Mais là, si tu mets une nouvelle paire de souliers ou un nouveau saut... Ça vient tout chier ça. Peut-être que c'est un demi-pas de moins. Fait que là, la haie, elle arrive plus vite ou elle arrive plus tard. Fait que bonne chance avec ça. Fait que faut quand même reproduire la compétition un petit peu avant sans que ça soit la compétition. Ou juste, même, tu sais, mettons que tu prends juste la journée de marathon... Juste, t'as fait ton carb load la veille, t'as tes souliers de carbone, tu prends la caféine le matin de ton marathon. Si t'as jamais fait ça, tu vas partir 15 secondes plus vite que ton pace, tu vas exploser à la fin parce que tu sais pas c'est quoi ce feeling-là. Ouais, puis même plus basique, là, mettons, tu sais qu'à ta voix, ça va être tel type de gel. Ben, si tu veux les prendre, peut-être les essayer une fois ou deux avant. Parce que moi, mettons, je sais que le sirop d'érable, par exemple, il y en a que ma blonde, elle ne jure que par ça, puis c'est merveilleux. Moi, ça me donne mal au ventre, je suis pas capable. Fait que si, mettons, c'est Brix, ben, c'est merveilleux, c'est une très bonne compagnie, mais moi, ça marche pas. Ça me donne la... Désolé, mais ça me donne la chiasse. Fait que, tu sais, à un moment donné, si je veux... C'est le podcast parce qu'on le parle le plus de chiasse, man. Fait que je peux pas prendre ça parce que, tu sais, puis si c'est juste ça qui donne, puis j'en ai pas sur moi, ben bonne chance. Exact. Fait que j'ai des mini détails comme ça qui... T'as bien beau t'avoir entraîné 6 mois puis t'es au top de ta forme. Si tu prends le mauvais gel qui te donne la chiasse, ben, bonne chance. C'est comme moi quand j'étais allé à Rotterdam puis que ça a bousillé un peu mon cycle. Puis là, j'ai pas été capable d'aller aux toilettes avant puis pendant le marathon. Fait que des training clés, ça peut servir à ça aussi. Oui, exactement. Voilà. Cool, merci, man. On s'en reparle dans une couple de mois, peut-être une couple de semaines. Merci, man.